Attaque terroriste ce dimanche soir au Burkina Faso contre un café-restaurant à Ouagadougou. Bilan, au moins 18 morts et une dizaine de blessés. Au Kenya, Raila Odinga, candidat de l'opposition défait à la présidentielle, a promis ce dimanche qu'il ne renoncerait pas à contester la réélection d'Ouro Kenyatta. Il a appelé ses partisans à attendre sa stratégie pour mardi. Enfin, tension entre les États-Unis et le Venezuela. Le gouvernement vénézuélien a accusé le président Donald Trump de vouloir mettre en péril la paix et la stabilité en Amérique latine. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue, bonjour. Ouvrons ce journal par le Burkina Faso. Une attaque terroriste a été menée ce dimanche soir contre un café-restaurant à Ouagadougou. Bilan, au moins 18 morts et une dizaine de blessés. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement burkinabé. Aux environs de 21h, une attaque terroriste a touché le restaurant Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou, a déclaré le gouvernement. Dans un communiqué, le restaurant Istanbul est situé à environ 200 mètres du café Cappuccino qui avait été en janvier 2016 la cible d'une attaque djihadiste sanglante revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette attaque avait fait 30 morts et 71 blessés, en majorité des étrangers. L'opération des forces de sécurité a pris fin. C'est ce qu'a annoncé tôt ce lundi le ministre burkinabé de la communication, Rémi Dandinou. Des opérations de quadrillage, de vérification des maisons avoisinantes se poursuivaient, a précisé le ministre, lors d'un point de presse diffusé notamment sur les réseaux sociaux, en avançant un bilan de 18 décès et la neutralisation des 2 terroristes. Raila Odinga, candidat de l'opposition défait à la présidentielle kenyane, a promis ce dimanche qu'il ne renoncerait pas à contester la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta et appelé ses partisans à rester chez eux dans l'attente de l'annonce de sa stratégie mardi. S'adressant en Kiswahili à des milliers de partisans enthousiastes dans le bidonville de Kibera à Nairobi, Odinga, resté muet depuis la proclamation officielle des résultats vendredi soir, a affirmé qu'il n'accepterait pas les résultats de cette élection volée. Nous n'avons pas encore perdu, nous n'abandonnerons pas. Voilà l'essentiel de ses propos. Cette adresse très attendue s'inscrit dans un contexte de pression internationale croissante sur l'opposition. L'ONU, l'Union européenne et Londres, entre autres, l'ont appelé à canaliser la colère de ses partisans après les violences post-électorales qui ont fait au moins 16 morts depuis vendredi dans ces bastions. On reste au Kenya où les appels incessants au calme ont commencé à porter leurs fruits. Dans le bidonville de Matare à Nairobi, le calme est revenu après les violences post-électorales qui ont fait au moins 11 morts depuis vendredi dans les bastions de l'opposition. Reportage. Un calme olympien qui contraste avec la tension observée juste après la proclamation des résultats. Matare, l'un des bidonvilles les plus populaires de Nairobi, la capitale kenyane, semble avoir tourné la page des émeutes. De part et d'autre, chacun vaque normalement à ses activités. La vie reprend son cours normal, comme si de rien n'était. Les gens retournent à leur vie. Nous n'avons plus peur. Confiants, les kiosques et autres boutiques ayant préalablement fermé, comme au niveau de cet atelier de coiffure, ont rouvert. Les clients affluent. Pour autant, la présidentielle n'est pas tout à fait conjuguée au passé. La majorité des personnes de l'opposition ne sont pas satisfaites avec les résultats annoncés l'autre jour. Nous voulons que Raila Odinga nous dise quoi faire, c'est-à-dire la prochaine étape. Et si nous devons descendre dans la rue pour protester, nous le ferons. Loin de cette vision, certains habitants préfèrent se remettre à Dieu. On prie comme pour conjurer le mauvais sort et faire régner la paix sur tout le pays. Mais le très attendu appel du chef de file de l'opposition peut tout faire basculer à tout moment. Cette édition suit son cours au Mali. La mobilisation pour le retrait du projet de constitution ne faiblit pas. Les détracteurs du test exigent son retrait d'ici le 15 août prochain. Le point avec notre correspondante sur place, Halima Bentouri.
Après plusieurs activités de protestation contre la révision constitutionnelle, la plateforme Anté-Abana touche pas à ma constitution menace de retirer le pouvoir au président Ibrahim Boubacar Keïta si ce dernier ne renonçait pas à ce projet jusqu'au 15 août 2017. Consterné par le mépris souverain affiché par le président de la République face aux centaines de milliers de citoyens maliens que nous sommes, très fortement attachés à la Constitution du 25 février 1992 et plus que jamais engagés dans un esprit républicain à défendre nos droits constitutionnels. Avons décidé à l'unanimité lors de notre Assemblée générale du 7 août 2017 d'exiger du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le retrait pur et simple de son projet de révision constitutionnelle au plus tard le mardi 15 août 2017 à minuit. Les détracteurs du projet de révision constitutionnelle entendent user de tous les moyens juridiques que la Constitution de 1992 leur confère. Parmi les moyens annoncés figure la désobéissance civile. Dans ces moyens juridiques que la Constitution nous offre, il y a toute une gamme. Tout ce que je peux dire, c'est que la gamme supérieure, au-delà de laquelle la Constitution n'a rien dit, ça c'est la désobéissance civile, dont la Constitution nous donne les moyens à son article 121. Disons que depuis quelques mois, le bras de fer entre les partisans de la révision constitutionnelle et ceux qui disent non à ce projet domine l'actualité du Mali. La Cour constitutionnelle a néanmoins renvoyé le dit projet au Parlement pour une seconde lecture. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI va organiser pour d'ici la fin du mois d'août de nouvelles élections de gouverneurs. Le dit scrutin concerne seulement 7 des 26 provinces que compte le pays. Reportage. Ils seront aux urnes, comme annoncé, les Congolais pour de nouvelles élections indirectes des gouverneurs. Programmée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour se tenir à la fin du mois en cours, le 26 août, sauf modification de dernière minute du calendrier électoral, les consultations ne concernent que 7 des 26 provinces que compte le pays. Il sera question de remplacer les anciennes autorités par de nouvelles figures. La pilule a du mal à passer. Quelques irrégularités observées par endroits plombent l'initiative. À titre illustratif, le cas Jean-Claude Kazembe, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a été réhabilité après son recours devant la Cour constitutionnelle. Sa démarche auprès de la plus haute instance judiciaire du pays ne semble pas avoir été prise en compte par la CENI, puisque le Haut-Katanga figure malgré tout parmi les entités où doivent être organisées les élections du 26 août. Jean-Claude Kazembe est donc retourné devant la haute juridiction pour empêcher le scrutin destiné à le remplacer. Autre couac, pour ces élections des gouverneurs, les observateurs notent l'absence quasi totale de candidats de l'opposition radicale. La majorité présidentielle est la seule force politique face à une multitude de candidats indépendants dans toutes les 7 provinces concernées. Fouille illégale de l'armée dans le camp de base de l'ONU dans le nord-est du Nigeria. Au lendemain de cette opération, le coordonnateur pour les affaires humanitaires des Nations Unies a affirmé que les relations et la confiance envers le gouvernement nigérian restaient intactes. Vendredi, l'ONU avait dénoncé avec fougue des fouilles non autorisées menées par une trentaine de soldats en armes dans son camp de base de Maïdougouri au nord-est du Nigeria. Là vit une grande partie du personnel humanitaire de la région. La fouille faisait suite à des rumeurs concernant la présence supposée d'Aboubakar Shekau, principal chef du groupe islamiste Boko Haram, dans le camp. L'armée a reconnu avoir mené une opération sécuritaire dans 30 propriétés de Maïdougouri et a assuré que le camp des Nations Unies ne portait aucun signe de l'ONU. Le coordinateur humanitaire, M. Edward Kalon, et moi avons travaillé avec le gouvernement du Nigeria, notre hôte, pour résoudre ce problème. Je suis très heureux de vous rapporter que notre relation de collaboration et de confiance est intacte.
L'incident d'hier est un pas en arrière de 24 heures regrettable dans une relation bien établie avec les Nations Unies. Nous avons été rapides pour entreprendre de renouveler notre partenariat avec les Nations Unies. Le général Ibrahim Attaïrou a réitéré les déclarations de la veille, stipulant que la fouille n'était pas uniquement ciblée sur l'ONU et que 29 autres propriétés avaient été fouillées sur des informations produites par les services de renseignement. En bref et en images, le Zimbabwe s'apprête à accueillir dans 3 mois le match d'exhibition que joueront les légendes du Barça, Patrick Kluivert et Edgar Davids. Samedi, les 2 anciennes gloires néerlandaises du FC Barcelone sont apparues aux côtés du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, à un meeting. C'était à l'occasion d'un événement organisé par le parti au pouvoir, la ZANU-PF, en direction de la jeunesse. Selon le journal d'État Herald, Kluivert a déclaré que le Zimbabwe est un grand pays. Il est très bien gouverné, mais a une mauvaise image en Europe. La présence de Kluivert et Davids, qui annonce le match que joueront les légendes du Barça en novembre dans le pays, a provoqué la colère des opposants politiques. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Je l'annonçais en titre. L'opposition au président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté dimanche la menace militaire de toute puissance étrangère, et ceci 2 jours après les déclarations du président Donald Trump évoquant une possible option militaire pour résoudre la crise dans ce pays. Menace d'une option militaire des États-Unis au Venezuela. Le gouvernement vénézuélien a accusé samedi le président Donald Trump de vouloir mettre en péril la paix et la stabilité en Amérique latine. D'autres pays de la région ont aussi les cheveux dressés sur la tête avec une telle nouvelle. Je pense que les problèmes du Venezuela doivent être résolus par le peuple du Venezuela. Nous n'avons pas besoin de puissance extérieure pour s'occuper de nos problèmes. C'est une situation qui ne concerne que les Vénézuéliens. Je pense que le président Trump s'est emporté quand il a parlé d'intervention militaire parce qu'en fait, nous sommes en train de nous libérer nous-mêmes de ce gouvernement. Je veux bien de l'aide internationale, mais il faut respecter certains principes qui doivent exister. Vendredi, en effet, le président américain a mis en garde après des jours de tensions croissantes entre les 2 pays. Les États-Unis ont perdu patience après 4 mois de manifestations ayant fait 125 morts et l'élection d'une assemblée constituante controversée. Le gouvernement socialiste vénézuélien a très mal pris cette décision qui rappelle de mauvais souvenirs dans la région où la dernière intervention militaire américaine date de 1989. À l'époque, les États-Unis avaient envahi le Panama pour déloger son président Manuel Noriega. La perspective d'une nouvelle intervention militaire américaine dans la région a généré un malaise chez plusieurs pays latino-américains, même ceux qui critiquent ouvertement le gouvernement de Maduro. Au Venezuela, où le régime au pouvoir est du même avis que l'opposition, le régime se dit prêt à faire face à toute intervention militaire américaine. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, il a déclaré samedi à Caracas que les États-Unis seraient confrontés à 15 Vietnam s'ils posaient le pied au Venezuela. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon suite de programme sur SICA. Agréable journée à chacun et à tous.